Si toi, tu es taureau, ton signe astrologique c'est taureau, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Mais très honnêtement, je m'intéresse pas particulièrement à l'horoscope, mais je me suis toujours dit que je trouvais que l'image commune du taureau me représentait quand même bien. C'est-à-dire? Genre, force tranquille. Mais j'aime pas les conflits, mais si on me provoque, c'est sûr qu'on va me trouver, mettons. T'as pas peur d'aller te frapper contre... Non, vraiment pas. Te heurter. Vraiment pas. Moi, c'est ce que c'est mon signe. Attends. Mais voyons. Lion? C'est Lion. Ben ouais. Oui, c'est Lion. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas, toi, est-ce que tu trouves que... Mais tu sais, genre le lion, le roi de la jungle, l'espèce de roi qui rugit et qui règne sur son royaume pensé. Non, franchement. Mais moi, je trouve que l'autre image, celle du lion dans le zoo, qui bon, j'allais dire qu'il est endormi, donc Le lion en captivité. Non, mais qui relaxe sous le soleil, qui observe les gens, qui est dans une cage. Mais qu'est-ce que tu penses, le taureau qui fonce dans un drap rouge, c'est la même chose, là. On est tous asservis, là. Je trouve qu'on correspond à l'image asservie de... La société a fait de moi un lion en cage, c'est ça. Voilà, exact. Parfait. J'ai suivi la sortie de Yoga d'Emmanuel Carrère. Je sais pas si t'as vu passer. Et la sortie aussi ensuite dans Vanity Fair de Hélène Devinck, son ex-femme. Ça m'a vraiment captivée parce que, tu sais, on en parle quand même souvent depuis vraiment longtemps, toi et moi, de notre rapport à la représentation de l'autre dans nos livres. On est venu ici pour parler de nos livres un peu, mais notre rapport à la censure puis à l'autocensure. Puis je trouvais, en tout cas, ça, par rapport à ce que l'ex-femme d'Emmanuel Carrère lui reprochait, en fait, dans son livre, dans son dernier livre, où c'est un récit de vie, d'avoir utilisé finalement son personnage à elle, et elle avait signé une entente pour l'en empêcher là, depuis qu'ils étaient séparés. Et puis elle est sortie dans les médias sur cette question-là. Et puis je sais que dans tes livres, tu représentes pas vraiment les gens qui font partie de ta vie. Pour des raisons qui tournent un peu autour de cette espèce de malaise, justement, de cet inconfort de la représentation. Ou de façon très cryptée. Si je représente de façon très cryptée, dans laquelle les personnes ne peuvent pas se reconnaître, ou c'est juste un espèce de mélange. Mais oui, en effet, c'est un malaise que j'ai toujours eu, puis que j'ai jamais vraiment énoncé, parce que je pense que mes 2 premiers livres, Le chasseur inconnu puis Bain électrique, puis même mon 3e qui va sortir en mars, La révolution d'Agnès, c'est des livres où je faisais juste créer une espèce de gros imaginaire, où j'avais pas vraiment posé de questions. Le but, c'était pas la représentation du réel, puis c'était pas non plus une espèce d'intimisme, c'est-à-dire c'était pas de me raconter moi, le but. Là, je m'en vais dans un 4e projet d'écriture en ce moment où je me pose ces questions-là parce que j'essaie de faire un personnage qui est plus proche de moi dans un espèce de réalisme qui est celui de ma vie à moi. Donc, c'est sûr que c'est des questions que je me pose, puis avec lesquelles je me débat en ce moment parce que j'ai pas l'impression que j'ai le droit vraiment de représenter des gens qui font partie de ma vie. Ces gens-là m'ont rien demandé. Tu sais, à partir du moment où t'es écrivain, t'écris, c'est ton choix à toi. Les gens qui t'ont côtoyé dans ta vie, avec qui t'as interagi, les gens qui t'ont mis au monde même, ils ont pas signé un contrat à ta naissance pour se retrouver dans la fiction. Ils t'ont pas, tu sais, ils ont rien demandé. Ils ont pas demandé à être représentés d'une certaine manière dans ta fiction. Tu sais. Ouais, moi aussi, en fait, je me débat avec ces questions-là, puis on dirait que j'ai eu le même mouvement que toi. J'en ai écrit plus récemment, mais j'ai eu le même mouvement que toi. Je me souviens que quand j'étais étudiante à l'université, on nous disait beaucoup la dernière chose qu'il faut faire, c'est se censurer. À l'Université Laval aussi. À l'Université Laval, la dernière chose qu'il faut faire, c'est se censurer. Puis j'ai vraiment évolué sur cette question-là parce qu'il y a tellement plein de questionnements éthiques après qui sont venus s'ajouter à ça. Mais moi, on dirait que j'ai pris cette phrase-là, on dirait que ça a fait en sorte que je me suis jetée dans la fiction, mais que je l'ai vue comme une manière de résister à
comment je peux dire, comme si la fiction, ça donnait cette espèce de résistance à se poser cette question-là, puis à dire, ben dans la fiction, de toute façon, on peut tout faire, on peut tout mettre, puis on peut se mettre à la place de n'importe qui parce qu'on va les inventer, ces personnages-là. C'est une façon d'évitement. Non, mais je l'ai pas vu comme un évitement à ce moment-là. Mais après, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'écriture, les enjeux de ma vie, les enjeux de la société sortent autrement, puis là, tout à coup, ma voix, elle a comme vraiment besoin de prendre sa vraie place. Puis même si je vais toujours être dans l'espèce de jeu entre fiction, le passage un peu dangereux entre le glissement entre fiction et autofiction, j'ai besoin de cette fiction-là justement pour me donner le terrain en fait critique pour pouvoir élaborer sur le plan formel. Moi, j'ai besoin de ça. C'est clair, mais il reste que je sais que tu as écrit quelques textes où tu te mettais en scène plus directement, mettons. Mais la fiction qui entoure ça, qui enveloppe ça, disons, je comprends ce que ça t'apporte, mais il reste qu'au cœur de ça, il reste une représentation du réel qui est reconnaissable, puis qui peut représenter un problème ou un malaise pour soi-même, puis pour les gens dont on a peur qu'ils lisent nos textes, dans lesquels ils pourraient se reconnaître. La première fois que j'ai fait ça, c'est avec Qu'il est bon de se noyer d'une certaine manière, mais c'était à partir de la fin de la vie de mon grand-père, puis j'ai l'impression que je partais finalement après la mort de quelqu'un. D'ailleurs, ça me fait penser au livre qui est sorti récemment de Laurie Saint-Martin, Pour qui je me prends, où finalement, elle a écrit ce livre-là à partir du moment où ses parents sont morts. Sa sœur était déjà décédée. Et elle écrit dans le livre là, qu'il a fallu la mort des gens de sa famille pour paver le chemin à la possibilité de ce livre-là où elle parle de sa mère et du fait qu'elle a changé de langue maternelle et de vie pour pas que sa mère la lise. Tu sais, puis ça en tout cas, je suis sûre que ça touche parce qu'on a parlé de nos mères, de notre rapport à la mère, à ce qu'on dirait qu'on veut pas qu'ils se rendent jusqu'à nos mères. Puis, Qu'il est bon de sonner, ça se passe à Asbestos, mes parents viennent de là, c'est sûr que ça les touche, mais on dirait que c'est plus grand qu'eux, ce projet politique. Mais les autres textes auxquels tu fais référence, où je me suis peut-être mise en scène, c'est que je mets effectivement en scène ma mère ou que je parle directement de ma mère. Puis je lui ai jamais mis ces livres-là entre les mains. C'est ça. Tu sais, est-ce qu'on écrit ces textes-là puis on les cache, tu sais, d'une certaine façon, ou carrément on les écrit pas. Mon 4e roman que je suis en train de commencer à écrire, comme je disais tantôt, c'est un roman où je m'inspire de mon réel puis de ma vie. Puis, mais en même temps, je l'appelle un roman. Tu sais, dans ma tête, c'est carrément un roman. Puis je résiste à dire que c'est autre chose en ce moment. Ça va peut-être changer parce que même si je vois bien qu'il y a des personnages qui sont très ressemblants à ceux que j'ai croisés dans ma vie, je me refuse à dire que c'est carrément eux parce que je veux surtout pas qu'ils sortent. Je veux pas que personne se reconnaisse, je veux pas blesser personne, puis dans ma tête, c'est une impossibilité de cacher un livre. T'sais, on peut pas se dire je vais écrire, ou un texte, se dire je vais écrire un texte, le texte ne tombera jamais entre les mains de la personne dont je veux pas qu'il tombe entre ses mains, t'sais. Fait que... Mais c'est intéressant parce que tu parles de blesser, de la blessure que ça peut faire, mais il reste que ces gens-là font partie de ton univers, puis toi, on dirait ton seul pouvoir dans l'écriture aussi, si on tombe dans l'écriture du réel, là, le récit de soi, ou en tout cas de ses dérivés, le seul pouvoir, c'est ta narration, c'est cette narration-là qui est finalement ton regard, puis ton regard sur ces gens-là que tu peux comme pas évacuer de cette histoire-là parce qu'ils ont un impact majeur sur ce regard qui s'est construit aussi, puis qui passe dans l'écriture. C'est comme dire, à partir du moment où c'est ça que j'ai vécu et c'est ce que j'ai vu, c'est mon point de vue. Mais je veux dire, je suis loin de prôner qu'il faut traduire le réel de manière fidèle. Absolument pas. Moi, au contraire, je suis toujours en train de tout transformer, de trouver plus intéressant l'idée de transformation elle-même en termes d'inventivité que de juste traduire le réel. Mais je veux dire, il reste que ton regard à toi s'est formé à partir de ces autres personnes. Puis cette construction, même notre manière de fabriquer les choses vient aussi de nos rapports, je crois, là, avec les gens, avec le secret, avec... Tu sais, fait... Mais
sais, tantôt, tu prenais l'exemple de nos mères. C'est comme un exemple parlant pour nous, mais c'est aussi que bon, toi et moi, on se connaît depuis maintenant 13 ans, on est amis depuis 13 ans, puis on a beaucoup parlé de plein de choses ensemble. De nos mères. De nos familles, de nos vies. Puis l'exemple premier qui nous vient, c'est nos mères, parce que c'est sûr que dans mon 4e roman, si je dis qu'il y a des gens dans ma vie qui en feraient partie, ce serait premièrement ma famille. Puis, premièrement, ma mère, parce que ma mère, je considère que c'est un personnage. Mon père aussi est un personnage, mais, tu sais, les mères, la représentation des mères dans la fiction, on dirait qu'il y a quelque chose qui est toujours qui est toujours très vif. C'est comme si, premièrement, parce que dans la fiction, peut-être aussi dans la vie, souvent on les accorde de quelque chose, ou on les blâme de quelque chose. Mais moi, je pense que la mère, c'est la faute, là. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas pour rien que c'est de cette personne ou de ce personnage-là, on a besoin de parler, à mon sens. Il y a comme quelque chose à régler, à négocier. Mais ma mère est extraordinaire. Ma mère, c'est la personne la plus généreuse au monde. Donc, c'est pour ça aussi, c'est que on a cet espace-là pour décortiquer notre rapport à nos mères. Puis, on se retrouve à se retenir de ce geste-là parce qu'on le sait qu'on blesse des personnes qui n'ont pas à être blessées, qui n'ont rien fait de mal. Puis, on ne va pas les présenter non plus comme ayant fait quelque chose de mal. C'est juste... C'est la vie, puis en même temps, c'est la fictionnalisation de la vie. Donc, forcément, que les faits saillants qu'on fait ressortir, souvent, c'est des choses qui peuvent heurter ou qui nous ont heurté ou qui vont heurter. Ouais, puis moi, j'ai besoin de parler du rapport à la mère parce que c'est même pas... Quand je reproche à ma mère de m'avoir donné l'inquiétude ou ce désir d'auto-sabotage, c'est tellement pas ma mère qui m'a donné ça, c'est le statut de mère, c'est le rapport que les filles ont à leur mère, que les filles ont à toutes les femmes. Puis ça, on n'en aura jamais fini de parler de ça, puis d'avoir quelque chose à régler avec cette filiation. Mais donc, voilà, on parlait de fiction et d'autocensure, et toi, en ce moment, tu es en plein dans 2 projets d'écriture où peut-être ces questions-là ont un rapport ou peut-être pas non plus. Mais en tout cas, tu es comme dans une espèce de valse, je sais, entre 2 projets que tu es en train de faire. C'est quoi cette hésitation-là où tu vas et viens là entre ces 2 projets-là? Hey, c'est la première fois que ça me fait ça, là. Je savais même pas, en fait, que c'était... je savais que c'était possible, mais je me disais, il y a quelque chose d'anormal d'avoir 2 projets comme ça, puis d'avoir besoin, en fait, de les faire avancer les 2, puis parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan de la réflexion puis de la pensée qui m'est absolument nécessaire en ce moment, mais on dirait que la forme de l'un, la forme de l'autre est tellement, en fait, c'est distinct tellement que chacun offre une espèce de terrain d'expérimentation. Donc, il y en a un qui est carrément dans la fiction, comme l'équilibre. Et c'est un roman sur le milieu carcéral. Et en fait, ce qui est jamais vu pour moi, c'est que pour une fois, ça va être un livre d'intrigue, pas d'aventure, mais il y a un peu d'aventure, mais j'aimerais que ce soit un page turner, là, quelque chose qui fasse en sorte que le personnage est vraiment dans l'action. La femme, c'est une inspectrice, puis elle inspecte les prisons. Parce que 10 ans avant que le livre commence, là, son récit, il y a un nouveau parti politique qui est entré au Canada et qui est un peu radical de gauche, qui a voulu reconfigurer le système carcéral, abolir les prisons collectives, installer des prisons individuelles sur les terrains des individus. Ben oui, pas de bon sens. Merci de faire comme si je t'en avais jamais parlé, Jean-Michel. Puis c'est tout un système politique à repenser, mais même pour moi là, c'est ça qui est vraiment intéressant à faire, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça aurait comme dérive, qu'est-ce que ça aurait comme lacune, cette espèce de système-là. Puis le bureau d'inspection qu'il faut inventer, le personnage qui est auprès des problèmes puis qui doit gérer tout ça. Il y a toutes sortes d'autres dynamiques, mais donc c'est la première fois que je m'embarque dans une espèce de fiction politique là, style roman américain, que j'ai vraiment envie de mener et qui me pose beaucoup de questions sur
Là, je vais y revenir, mais sur la question de l'autorité. Mais en même temps, t'es dans un autre projet aussi. L'autre projet, c'est aussi un projet sur l'autorité. Exact. Fait que je m'en sors pas. De toute façon, je trouve que dans tous mes livres, c'est ça la question, même si personne ne peut vraiment le dénoter. Moi, c'est dans La valeur de l'inconnu, c'était l'autorité narrative du narrateur qui s'emparait de la parole du personnage de Pénélope, du personnage féminin. C'était une voix masculine dominatrice. Puis c'était ça l'enjeu de ce livre-là que j'avais à exorciser. Puis là, ça se passe autrement. Bon, dans toute une dynamique carcérale de 1. De 2, ça va être une autofiction. Le deuxième, l'effet police. Mais en fait, moi, je l'appelle une fiction sous autorité. Mais c'est quoi l'autorité pour toi, en fiction comme ça? Ben, c'est parce que l'autorité, c'est le jeu, là, l'autorité de l'autofiction. Mais cette autorité-là, elle peut tout bafouer, tout transformer, tout fictionnaliser. Puis finalement, qu'est-ce qui reste de l'autofiction à partir du moment où tout ce travail-là d'autorité narrative dans le jeu, qui veut observer aussi un rapport très direct dans mon cas, dans mon projet, c'est un rapport très direct à la police, là. La police avec laquelle j'ai un sérieux problème, puis là, tu ris de moi parce que... Mais, casier était de même, premièrement. Je suis un gros casier, je suis fière. Ben oui, mais je m'intéresse aux prisons puis à la police. C'est sûr que dans une autre vie, j'ai commis un crime quelconque, là. Mais non, la police, là, dans la domination policière, l'absence policière, les dérives policières. Puis je viens d'une ville où il y a eu à Donnacona, où il y a eu certains crimes majeurs, des meurtres. Il y a une prison à sécurité maximale. Il y a eu le plus grand tueur à gages qui a vécu là pendant toute mon enfance, qui habitait à côté de chez ma meilleure amie, puis où on allait voler des pommes dans le pommier. Tu sais, c'est sûr que j'ai toutes sortes de choses à raconter qui n'ont absolument pas rapport à ma vie intime, mais en même temps, je vais faire tourner ça par la forme, la fiction, pour travailler sur la question de l'autorité puis de ce rapport conflictuel, en fait, à l'autorité. Puis comment tu vis ça d'écrire 2 projets en même temps? C'est comme, moi, je suis pas capable de lire même 2 livres en même temps. C'est écrire 2 romans. Est-ce que je les écris? Je sais pas. Je pense qu'ils s'écrivent dans ma tête. Je les écris, oui, un peu, mais j'attends une forme de messie, d'autorité qui va me donner cet espace pour en prioriser un sur l'autre. Là, ça va être l'équilibre, là, ça va être le roman sur les prisons, mais c'est fascinant. Jean-Mi, tu sors un livre cet hiver? Pareil. C'est quoi le titre? Ben là, c'est compliqué. Non, mais le titre provisoire, c'est La Révolution d'Agnès. Mais c'est un titre, il semblerait provisoire. Alors, auditeurs, auditrices, si vous nous envoyez des suggestions de titres, écrivez à la mèche. On va prendre tout ça en considération, c'est sûr. La Révolution d'Agnès, pour le moment, puis ça sort en mars 2021. Mais tu avais proposé un titre que tu m'avais soumis il y a quelques temps qui était Plus près d'Agnès. Oui. Et moi, j'avais adoré ça. Mais moi, je trouvais que... qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Non, mais je l'avais adoré. En fait, c'est parce que Ben, il faut dire que j'ai lu, là. J'ai eu la chance de lire ce livre, donc j'en parle parce que je l'ai lu, mais le personnage d'Agnès, pour moi, c'est de tous tes livres, là, le personnage le plus inspirant. Un personnage de femme incroyable auquel, en tout cas, tu pourras m'en parler, mais auquel, finalement, on attribue un certain rôle d'héroïne auquel elle résiste, mais je sens pas que c'est nécessairement une résistance par la révolution, là, par une espèce de force ou de puissance incroyable, mais... Ben, c'est vrai. Puis, Plus près d'Agnès, ce choix de titre-là qu'on aurait pu prendre, c'est vrai que c'était un peu parce que le projet s'articule comme ça, parce que narrativement, le roman part d'une focalisation sur complètement un autre personnage, puis nous amène toujours plus près d'Agnès pour finir dans sa focalisation à elle, dans sa narration à elle. Mais c'est vrai que c'est un personnage de femme ça s'appelle La Révolution d'Agnès, parce que c'est un groupe de femmes qui s'organisent pour faire une sorte de révolution, ce qu'elles considèrent être une révolution. Puis en même temps, Agnès, c'est un personnage qui se permet dans le roman, qui se permet dans le roman d'échouer, ou d'avoir peur, ou d'être faible, ou de se tromper puis de changer d'idée. C'est un peu comme ça que tournent les choses pour elle. Puis pour moi, on dirait que c'est une espèce de discours que j'ai envie de mettre dans les livres, parce que c'est le discours
un peu de ma vie parce que tantôt on parlait d'OD chez nous, par exemple. Tu sais, l'espèce de avant l'émission. Avant. Le contre-discours, avant qu'on se parle. Le contre-discours à tout ça, c'est... par exemple, Charles, dans OD, les gens qui sont des motivateurs ou qui ont une espèce de discours de leader selon lequel il faut, je sais pas, faire de nos faiblesses des forces ou surmonter les obstacles, affronter nos peurs, sortir de notre zone de confort. C'est très bien. Puis... Moi, Charles, pour moi, il représente la police, l'effet police voilà, que j'ai. L'autorité que tu veux. Et non, mais c'est très bien ce discours-là, puis ça correspond certainement à des gens, mais il y a tout un autre discours qu'on n'entend pas vraiment. J'ai l'impression qu'il est celui selon lequel nos faiblesses sont des faiblesses. On vit avec. On n'a pas besoin d'essayer de constamment les changer. On n'a pas nécessairement besoin d'affronter nos peurs à chaque instant de notre vie, ou même de les affronter un jour dans notre vie. J'ai l'impression que la peur, premièrement, c'est quelque chose de très riche, que ça fait que notre monde, le monde dans lequel on vit, a une part de connu, une part d'inconnu, puis il y a une richesse là-dedans. Et selon moi, on n'est pas obligé d'aller toujours chercher à illuminer la part d'ombre, puis aller conquérir la part d'inconnu qui nous habite, parce qu'en même temps, c'est un moteur d'imagination énorme, la peur, l'inconnu, la crainte. Puis le livre parle de ça aussi, c'est un peu le pouvoir de l'imagination, c'est des femmes qui s'organisent, puis qui essaient de faire une sorte de révolution, mais finalement, qui, seulement en l'imaginant, peuvent la mettre en place. Il y a quelque chose qui rate dans cette révolution-là, c'est pas parfait, il y a des problèmes. Mais déjà, d'imaginer quelque chose, selon moi, c'est le mettre en marche, le mettre en place d'une certaine façon. Puis c'est ça aussi la fiction, là, c'est le pouvoir de l'imagination. Donc je pense que c'est ça qu'Agnès représente pour moi. Oui, est-ce que ça me ramène aussi à la discussion sur nos mères, parce que bon, tu représentes un personnage féminin, puis j'ai l'impression qu'on est pris avec cette idée que les femmes doivent être irréprochables. Ouais. Puis ce que tu dis sur l'erreur, je trouve que c'est tellement c'est écrit de manière tellement sensible dans ton livre, cette posture de vulnérabilité finalement de cette femme-là qui envers qui on a des attentes qui va pas nécessairement les combler. Puis ce sera pas non plus un problème qu'elle les ait pas comblés, alors que, tu sais, dans la vie, on a l'impression que si on répond pas aux attentes, on va décevoir des gens, on va se décevoir nous-mêmes, puis t'arrives à mettre en mots, en narration, l'envers, on dirait, de la déception, tu sais. Mais je pense que je voulais faire un livre avec des personnages bienveillants, beaucoup, parce que en fiction, je n'ai pas l'impression que c'est si commun que ça, avoir un livre que moi je considère comme assez bienveillant. Puis un livre où les personnages, le discours des personnages aussi, pas tous les personnages, mais la plupart des personnages qui entourent Agnès ou qui entourent les femmes qui, d'une certaine manière, échouent, disons, à faire leur projet, c'est un discours bienveillant. Tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit de t'être trompé, tu as le droit de ne pas être capable. Mon Dieu, Agnès, finalement, elle n'est pas capable. C'est de ça dont on se rend compte à la fin, puis c'est tout à fait correct. Là. C'est pas parce qu'on n'est pas capable qu'on n'est pas... De toute façon, on n'a pas besoin d'être une héroïne ou un héros. Là. C'est ça que le livre nous dit. Donc, c'est la révolution d'Agnès, mais c'est pas une révolution... Ben, je la trouve douce, puis je la trouve belle. En fait, je trouve vraiment que c'est un beau livre. Là. Je sais que ça peut avoir l'air cliché de dire ça, mais tu sais, j'ai sorti de ma lecture tellement émue de la délicatesse du propos puis de ton écriture. Ben, on dirait que ça vient clore d'une certaine manière, peut-être, les 3 livres que tu as écrits jusqu'à maintenant. Puis je sais que tu m'avais déjà parlé que tu voyais là un peu comme une forme de trilogie de la fiction. Je sais pas si c'est encore le cas. Ça clôt peut-être quelque chose, pas parce que les thèmes se recoupent ou que c'est le même univers, mais parce que je pense que là, j'avais envie vraiment de créer des mondes dans lesquels les personnages allaient être complètement imaginaires. Et puis en même temps, il y a toujours une espèce d'affaire où les gens sont coincés dans mes romans. Et là, dans Agnès, j'avais envie que ça s'ouvre, qu'on puisse sortir, qu'on puisse s'imaginer et aller ailleurs. Puis je pense qu'en effet, c'est ça que j'ai essayé de faire. Je pense que ça clôt bien mon premier cycle de romans. Ben, on vient de dire que tu clôt un cycle d'une certaine façon, puis là, tu te plonges dans l'autofiction peut-être plus radicalement, on verra bien. Tu vas peut-être trouver des moyens de détourner ça, finalement. Mais j'ai l'impression, en tout cas, pour t'avoir suivi depuis le début, là, Le Chasseur inconnu, Les bains électriques, La Révolution d'Agnès, qui aura un autre titre peut-être, d'avoir vraiment senti, en tout cas, ta réflexion féministe, elle est vraiment prégnante dans ton dernier livre, une espèce de montée, peut-être, chez toi, d'une relation politique à l'écriture.
Ouais. Tu sais qu'on en a déjà parlé, puis c'est un discours que j'ai un peu de mal à assumer, là, ce discours politique-là, où il y aurait un propos féministe à mon roman La Révolution d'Agnès, parce que, premièrement, je suis pas une femme, puis je sais qu'il n'y a pas que les femmes qui ont le droit évidemment, d'être féministes, ou de penser, ou de parler de féminisme. Ouais. Mais il reste que je peux pas comprendre c'est quoi l'expérience d'être une femme. Puis j'ai voulu représenter des femmes de façon bienveillante, et des femmes qui sont bienveillantes parce que moi, dans ma vie, c'est les femmes qui ont été les plus importantes pour moi. J'ai des amis, des personnes dans ma famille. Mais oui, c'est vrai que c'est un roman que j'imagine qu'on pourrait qualifier de féministe d'une certaine façon. Et puis... Est-ce que tu sens que... Parce que je te dis ça, j'ai senti qu'il y a une montée. Peut-être que tes préoccupations avec Le Chasseur inconnu étaient plus esthétiques, formelles. Ça l'est pas moins... c'est pas moins présent, c'est juste que peut-être que tu le maîtrises mieux, donc t'as pas besoin d'en faire un questionnement. Mais j'ai senti dans tes 3 livres que cette montée-là après, peut-être que c'est pas vrai, puis peut-être qu'il faut pas dire relation politique à... je vois pas nécessairement là comme du militantisme, mais plutôt comme une espèce d'investissement d'une question. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu ce mouvement-là. Mais oui. Bon, je viens de dire que je travaille sur le système des prisons dans un roman politique, puis un livre expérimental sur la police. Mais déjà, dans Qu'il est bon de se noyer, c'est un livre comme éminemment politique à cause de la situation dans laquelle on entre. Dans Qu'il est bon de se noyer, ça parle de la situation de l'amiante asbestos. Puis c'était couplé avec la réflexion en 2012 sur les manifestations. Donc, il y a des manifestations asbestos pour la réouverture de la mine d'amiante. Donc, on imagine bien un enjeu politique, mais c'était très formel puis investi par des questions narratives puis d'incohérence narrative, d'imbrication particulière qui faisait en sorte que c'est pas non plus politiquement investi de manière très directe, même si c'est mon roman écrit jusqu'à maintenant qui est peut-être le plus politique. Ouais. Sauf que les deux qui s'en viennent, pour moi, je crois qu'ils sont des projets politiques dans lesquels moi je vais investir ma réflexion critique sur des enjeux sociaux. Donc, je trouve que c'est aussi ça chez toi qui... Puis en même temps, mais c'est vrai qu'il y a une certaine évolution, puis parce qu'il y a aussi une prise de conscience. À un moment donné, on se dit, en tout cas moi je me suis dit, là j'écris des romans, c'est une grosse tribune, d'écrire des livres puis les voir publier, même si ils n'ont pas toujours un lecteur immense, c'est une grosse tribune parce qu'on occupe de l'espace. Dans un magasin, les gens ont accès à notre parole. Donc c'est quoi... C'est comme si à partir d'un certain moment, ça avait plus vraiment de sens pour moi d'être que dans l'imaginaire puis de faire qu'un livre pour me faire plaisir à moi. Comme je pense que j'ai déjà fait avec mes 2 premiers, ou en tout cas mon 2e livre surtout, c'était un livre vraiment qui me faisait beaucoup plaisir à moi. Puis avec La Révolution d'Agnès, là c'est comme si, c'est vrai, c'est un changement parce que je sens que il faut que je dépasse ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un propos qui dépasse mon imaginaire précis à moi pour s'inscrire dans quelque chose de plus collectif. Puis être aussi visiblement avec la police, c'est des questions très actuelles en plus là, que tu poses. Mais je fais de la fiction un terrain d'investigation critique, puis je le sens que ça devient de plus en plus prégnant, puis j'ai l'impression que cette fiction-là, elle m'oblige aussi à me re-questionner sans cesse sur l'élaboration de ma propre éthique de la fiction, de comprendre quelles sont les limites de cette fiction-là. Puis c'est là où je sens que j'ai évolué depuis la fameuse résistance que j'avais au départ de je veux écrire de la fiction parce qu'on pourrait tout dire. Non, la fiction, elle vient avec une éthique. Et l'écriture, à mon sens, ça doit toujours être une manière aussi de progresser dans notre pensée. Puis... Absolument. Mais c'est une éthique, tu as raison, que ça nous ramène à la première question qu'on a abordée, qui est l'autocensure dans notre autofiction. Donc j'ai bien hâte de voir comment on va se débattre un peu avec cette éthique-là dans nos prochains projets. J'ai hâte de voir comment tu vas me représenter dans mon prochain livre.